En introduction, dans un premier temps, je vous dirais qu'on croit fermement à l'importance de prendre en main nos nouveaux enseignants. Notre processus à nous est pertinent pour deux raisons. Le premier facteur, la première raison, c'est qu'il répond vraiment à un besoin. Quand il nous arrive un nouvel enseignant, que ce soit en formation professionnelle ou en formation générale adulte, qu'il soit complètement nouveau en enseignement ou nouveau dans notre institution, on pense qu'il a besoin d'être pris en main, c'est essentiel. Et il doit être guidé et informé. Alors, dans le cadre de notre processus, on l'aide sous deux volets. On lui apporte, dans un premier temps, une aide technique. On le familiarise avec le milieu dans lequel il va se trouver. Je vous donnerai des détails dans les caractéristiques. Et dans un deuxième temps, on lui offre une aide ou un support pédagogique. On l'aide davantage au niveau de sa tâche d'enseignement. Une autre raison qui justifie la pertinence de notre processus, c'est qu'il a été vraiment, il découle vraiment d'une élaboration conjointe. Ce n'est pas la commission scolaire qui l'a choisi. Là, je sais qu'il y a des gestionnaires, là, et qui l'a imposé aux directeurs. Ce n'est pas non plus les directeurs qui l'ont choisi et qui l'ont imposé aux enseignants, mais c'est vraiment un processus qui a été concocté, commission scolaire, direction et enseignants, de sorte qu'il a tenu compte, je dirais, des visions de chacune des parties. Je pense que c'est important de vous positionner par rapport à l'historique. C'est un exercice quand même qui a été fait sur une longue période. Il y a déjà un premier processus d'accueil. Ce que vous voyez, c'est marqué en 98-99. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais on a quand même des traces de tout ceci. Donc, il y a déjà des personnes qui se sont penchées sur cette problématique, je pense, on va le dire comme ça, de bien accueillir notre monde, de faire en sorte que ce soit plus facile et tout le reste. Et d'où vous voyez les 4 lettres A, I, A, E. Ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu création d'un processus d'accueil, intégration, accompagnement et évaluation. La dernière lettre étant pas banale. Donc, à ce moment-là, c'était la façon de voir les choses. Et c'était je dirais, c'était un document, je pense que c'était bien élaboré, c'était brillant, avec les particularités oui, de l'époque. Et à ce moment-là, on sait très bien que les compétences enseignantes, c'est apparu, en tout cas, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est en 2000-2001, où est-ce que ça a comme fait boule de neige au niveau du Québec, là. Donc, à ce moment-là, notre commission scolaire, on travaillait avec des standards. Il y avait 17 standards qui étaient reconnus pour, je dirais, pour bien représenter la profession. Donc, ce sont les éléments de base qui ont servi à faire le premier processus. On s'en doute, le temps de peaufiner tout ça, de jaser avec les acteurs, de bien le travailler, ça fait en sorte que lors de l'année 2001-2002, il y a eu donc le début de l'utilisation de ce premier processus. Par la suite, avant de se rendre à 2009-2010, il y a également eu une évolution du document. Entre autres choses, ça a été intégré à l'entente locale. C'est pas banal, on parlait d'un processus d'accueil, intégration, accompagnement et évaluation. Donc, ça a été intégré à l'entente locale, c'était bien entendu nécessaire. Et par la suite, rendu en 2009-2010, on a, bien entendu, on avait des questionnements par rapport à ce premier processus. Je pense qu'il méritait de se faire brasser un petit peu, qu'il y ait une nouvelle mouture qui apparaisse. Donc, vous voyez qu'on a commencé à travailler en 2009-2010 sur la nouvelle version. Et cette fois-là, différence quand même importante, le nouveau processus qui est maintenant, qui est existant maintenant, on parle d'un processus d'accueil, intégration et accompagnement. Okay? Bien entendu, vous voyez que maintenant, on parle de compétences enseignantes également. C'était, je pense, quelque chose de bien important. Et cette année-ci, l'année scolaire 2010-2011, le document étant maintenant accepté, il a été signé, donc on est prêt à l'utiliser dans l'année scolaire 2010-2011. Je vous parle un petit peu de la partie technique, comment est-ce qu'on a réussi, là je parle vraiment du dernier processus, celui qu'on a rebrassé, là, la nouvelle bébite qu'on a mis au monde. Là. Donc, c'est un besoin qui est exprimé en CRP, donc en 2009-2010, lors d'une rencontre. Je dirais que toutes les personnes qui étaient au CRP se sont rendues compte, la partie syndicale, patronale, que le processus méritait donc d'évoluer vers autre chose. Donc, ça a été exprimé à cet endroit-là. Les personnes en place, j'y étais à ce moment, donc les personnes en place, on a simplement décidé d'y aller, de former un comité de travail qui était paritaire. C'était bien important. Comme Mme Audette le disait tout à l'heure, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'une commission scolaire force la main à des écoles ou que les directions forcent la main à des enseignants ou que les enseignants se dirigent avec une longue confrontation. Donc, on voulait vraiment que tout le monde se soit bien arrimé. Donc, vous voyez la composition, donc à partir de notre directeur des ressources humaines, Monsieur Martin, il y avait un collègue de M. Martin Lavoie qui était avec nous, M. Yves Néron, donc qui était en direction de l'AFP. Moi, je représentais la direction de la FGA. On avait quelqu'un de l'exécutif syndical avec nous également. On avait un enseignant de l'AFP
Et Mme Odette, bien entendu, était là comme enseignante de la FGA. Donc, c'était vraiment une table qui était paritaire. Vous en doutez que tout ça, avant d'arriver à quelque chose de produit fini, il y a eu beaucoup de questionnements. On partait de chacun de nos côtés, on faisait évoluer le document, on retournait des commentaires, l'évolution du document. Donc, encore une fois, c'était le CRP qui était le point de chute de toutes ces rétroactions-là, de tous ces réajustements-là. Puis je vais me permettre de vous dire qu'il y a peut-être des personnes, je ne sais pas comment vous fonctionnez à vos commissions scolaires, là, chaque commission scolaire a ses couleurs, bien entendu. Mais je peux vous dire que globalement parlant, le respect était toujours bien présent, ça a été bien agréable, même si quelquefois on avait des divergences de vision, c'était bien correct. Donc, ça a été bien agréable. Et les CRP ont donc permis de faire évoluer le fameux document jusqu'à sa finalité. Alors là, on va passer sur le terrain et je vais vous parler des caractéristiques de mise en place là, de notre processus. Alors, lorsqu'arrive un nouvel enseignant, il y a 2 étapes au niveau de notre processus. La première étape, c'est l'étape de l'accueil et intégration. Alors, dès le moment où l'enseignant entre à l'intérieur de notre école, on ne veut pas le parachuter devant son groupe d'élèves, on le prend en main et on veut le guider pour le rendre fonctionnel à court terme. C'est ce qu'on appelle notre accueil. Et dans la même étape, là, le volet intégration, on l'achemine, je vous donnerai les caractéristiques un petit peu plus loin, là, on l'achemine à moyen terme. Après un certain temps, on ne veut pas trop lui en dire, là on passe au volet de l'accompagnement, qui lui est un volet qui va lui permettre de fonctionner à plus long terme. Oui, il y a des étapes, c'est progressif. En plus d'avoir des étapes, il implique différentes personnes. On trouvait extrêmement important de maintenir une objectivité, parce qu'on avait déjà vécu la situation où une seule personne s'occupait d'un nouvel enseignant. On avait vécu certaines problématiques rattachées à ça. Alors, dans notre processus actuel, on a plusieurs personnes. On le jumelle avec un parrain ou une marraine qui est responsable de lui dès son arrivée. Par la suite, on va le jumeler avec un accompagnateur ou accompagnatrice. Alors, on a un enseignant pris soit dans le même départ ou dans un autre départ. Et on a toujours la direction. Chez nous, c'est la direction adjointe, en l'occurrence Luc Martin, qui est responsable du support. C'est vraiment le guide, la personne ressource pour l'ensemble du processus. C'est lui, d'ailleurs, qui met en contact l'enseignant avec son parrain et avec son accompagnateur. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement? Première phase, accueil et intégration. Mettez-vous dans la peau d'un enseignant qui arrive première fois dans l'école, il ne sait rien. Alors, les 2 premières semaines, son parrain ou sa marraine a divers mandats. Les 3 premiers points, d'ailleurs, ont un lien avec l'accueil. Alors, c'est important. Notre accueil dure 2 semaines. Pendant 2 semaines, la personne pose beaucoup de questions. Tout est nouveau pour elle. Alors, d'abord, on la familiarise avec plusieurs documents de base. C'est sûr qu'il faut le mettre au courant du programme qu'il va enseigner, qu'on soit en FGA ou en FP. Il faut qu'il sache qu'il enseigne, alors familiariser avec le programme. Il doit être familier aussi avec le calendrier scolaire, la tâche qu'il va avoir à réaliser. On le familiarise avec des documents informatiques. Tout est nouveau pour lui. Il faut qu'il entre les résultats. Il faut qu'il soit capable de compiler ses présences. C'est tout un volet vraiment technique, un volet de soutien. Il faut qu'il sache ça dès le départ en arrivant. Alors, il y a tout le temps quelqu'un qui l'aide. On le familiarise aussi avec son milieu physique. Vous savez qu'au niveau des adultes, les gens n'ont pas juste besoin d'enseignement, ils ont souvent besoin de conseillers en orientation, d'une travailleuse sociale. Alors, il faut qu'ils sachent où sont les locaux, où se retrouvent, par exemple, la cafétéria, la bibliothèque, les laboratoires de sciences. Et il faut aussi qu'il soit familier avec son équipe de travail, les autres membres du personnel et les règles de fonctionnement du centre, comme l'animation. Ça, c'est dans le dernier picot avec l'intégration. Alors, par exemple, s'il reste au-delà de 2 semaines, pendant 2 mois, là, on va l'aider toujours, mais c'est plus élaboré un peu. Là. On va lui parler de suivi, de réunion, d'encadrement d'élèves. On donne un peu plus de renseignements. On n'a pas beaucoup de temps pour s'activer. Et là, si notre enseignant est pour rester, c'est-à-dire, il y en a qui restent, s'il survive à ça, il passe à la phase d'accompagnement. Ça se passe lorsqu'il y a 360 heures à son actif. Il est placé temporairement sur une liste de priorités d'emploi et il y accédera de façon définitive uniquement s'il a réussi l'accompagnement. C'est-à-dire que
qu'est-ce qu'on fait de lui dans l'accompagnement? On le rend un enseignant efficace. Et chez nous, la démarche qu'on a choisie, c'est l'observation. On a 4 phases. Dans la première phase, on établit un lien de confiance avec notre nouvel enseignant. On lui dit, écoute, je vais aller dans ta classe, je vais t'observer, je te donne les moments où je vais y aller. Par la suite, on l'observe et on prend des notes sur les points forts, les points faibles. Et le plus important, c'est la phase de rétroaction. On rencontre notre enseignant et là, on lui parle, on le guide. Je vais vous donner juste un petit exemple. On a des enseignants qui arrivent au début et qui s'expliquent à eux-mêmes. Ils vont leur demander quelque chose, puis ils s'expliquent à eux. Il y en a d'autres qui étalent l'ensemble de leurs connaissances. Ce n'est pas nécessairement ça que notre élève veut. Alors, on va guider l'enseignant, pas en tapant dessus, mais en lui démontrant que peut-être que ce serait bon qu'il regarde son élève, qu'il s'assure qu'il y a un contact, que le nouvel élève comprend. Et finalement, dans la dernière phase, la phase professionnelle, de développement professionnel, là, on s'assure que notre enseignant est en mesure, on lui donne des suggestions, et c'est là que l'expérience de l'enseignant compte pour guider le nouveau dans l'amélioration de sa tâche. On lui donne 2 ans pour réaliser ça. Bien entendu, Mme Odette, vous disiez tout à l'heure que pour ce qui est de la liste de prio temporaire, donc avant d'accéder à quelque chose, vous en doutez qu'on ne largue pas l'appréciation de rendement. Donc, on avait dit tout à l'heure que lors du premier processus, un processus d'accueil, intégration, accompagnement et évaluation, maintenant que l'évaluation ne fait plus partie du processus, on a ramené ça, je vous dirais, dans un mode, je vais marquer délégation de pouvoir conventionnel. Vous en doutez que comme enseignant, quand, par exemple, Mme Odette pouvait accompagner un collègue, c'est relativement difficile comme enseignant à un moment donné de porter un jugement sur l'appréciation du rendement. Ce n'était pas plaisant pour l'équipe. Donc, bien entendu, c'est quelque chose, c'est une tâche qui est dévolue à l'équipe de direction. Donc, on a ramené ça à ce niveau-là. Donc, parallèlement à notre processus d'accueil, intégration et accompagnement, c'est assez évident que l'équipe de direction, très souvent moi, je vais aussi aborder, bien entendu, l'appréciation de rendement. Vous en doutez que nous, au niveau des gestionnaires, on trouvait très, très important que notre équipe se rapproche beaucoup des 12 compétences. Je sais qu'au secteur jeune, tout le monde disait les 12 compétences, c'est mur à mur, mais dans un contexte de FGA, de FP, c'est peut-être pas aussi rapide que ça, c'est peut-être pas toujours la même chose. On était bien content aussi de ramener ça aux 12 compétences parce que ce que ça nous permettait, nous, c'est que le nouvel enseignant soit exposé beaucoup aux 12 compétences. Et quand on arrivait avec nos documents d'appréciation de rendement conventionnels, bien, tout était cohérent, tout s'enchaînait bien. Écoutez, j'ai marqué éléments de questionnement. Souvent, on fait des phases, c'est des endroits, je vais vous dire comme ça, c'est les places qu'on a un petit peu saigné du nez. OK, on va dire comme ça. Puis on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. OK? C'est encore un coup. Il y a des choses qui apparaissent de façon très, très claire. Premièrement, les différences culturelles entre l'AFP et la FGA. Nous, on a produit un document, vous ne l'avez pas vu, peut-être pas le temps de vous le montrer, mais j'en ai une copie papier ici. C'est un document comme ça, où quelque part, qui est une structure et qui est proposée. Mais en même temps, c'est à vitesse variable. Puis là, il n'y a aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais c'était juste un constat qu'on a fait que, par exemple, pour la gang de l'AFP, il n'y avait pas les mêmes automatismes que la gang de la FGA. Donc ça, de marier les différences culturelles pour que les 2 entités soient représentées à l'intérieur du document, ça a été un exercice intéressant. OK? Différence entre la vision patronale et syndicale. Moi, j'ai pris la peine de vous dire que tout à l'heure, nous, c'est sûr que les 12 compétences, on trouvait ça excessivement important. Quand la partie syndicale nous ont rappelé qu'ils étaient bien mal à l'aise avec le fait en triade, on était rendu à faire une évaluation de quelqu'un, donc ils voyaient mal, c'était pas vraiment leur chaise. C'est sûr que tout ça faisait en sorte qu'on a confronté des fois les visions patronales et syndicales, mais je vous répète, ça a été fait dans le respect, c'était bien correct. Différence entre le secteur des jeunes et le secteur des adultes. Autre particularité, c'est que quand on regarde le profil des 12 compétences, c'est une couleur secteur jeune. Ça, c'est très, très clair. Entre autres, ceux qui connaissent bien le profil, les 4 compétences de l'acte didactique, quand on arrive dans des centres FGA, par exemple, comme le nôtre, c'est pas du copier-coller, là. Ça, c'est très clair. Donc, il a fallu qu'on module ça un petit peu de façon différente. On a donné une couleur, je vous dirais, aux 12 compétences pour que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vivait, nous autres, comme au niveau pédagogique dans nos classes. Reconnaissance du travail effectué. Là, je ne veux pas trop en parler parce que j'essaie de faire oublier des chiffres à Odette avant qu'elle me négocie certaines choses. Donc, écoutez, ça, c'est pas inquiétant en passant parce qu'on a une belle collaboration. Puis oui, on a des divergences d'opinion, mais on sait qu'on va trouver une solution. Puis il n'existe pas de sous et tout ça, mais on va en trouver pareil, puis on va se trouver une façon de s'entendre. Le fait que le processus ait changé de forme, autrefois, on avait une reconnaissance de temps qui était donnée aux personnes. Maintenant que le processus est nouveau, on va s'asseoir ensemble et on va définir c'est quoi les modalités, qu'est-ce que ça va représenter pour l'enseignant accompagnateur et c'est sûr qu'on va attribuer quelque chose. Même si monsieur disait tout à l'heure qu'on n'a souvent pas beaucoup de sous et tout ça,
Expérimentation à venir. Dans notre centre, grande particularité pour la première année depuis plusieurs, cette année, on vit une diminution des effectifs scolaires, donc on n'a pas de nouveaux joueurs. On est bien malheureux, on aurait voulu l'essayer dès cette année. Donc, on est en train de finaliser les anciens processus qui étaient l'ancienne mouture. Et ça, c'est bien important aussi, le dernier point, c'est un document qui est en évolution perpétuelle. Je le regardais encore hier et je vous dirais que déjà, il y a des choses qu'on aimerait faire évoluer. Je l'ai déjà donné de façon à quelques enseignants dans notre équipe qui m'ont fait des commentaires constructifs pour dire, regarde Luc, peut-être qu'à tel endroit, on devrait marquer telle chose. Et c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc, le document, il est vivant, il va évoluer tranquillement avec ce qu'on va constater de notre expérience professionnelle. Alors, merci beaucoup. Vous avez vraiment éclairé.